y a quelque chose dans la voix du manipulateur que tu n'as probablement jamais remarqué. Pas les mots qu'il choisit, pas les mensonges qu'il articule avec soin, pas même les promesses qu'il fait et qu'il ne tient jamais. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil, quelque chose que ton corps reconnaît avant même que ton cerveau ait le temps de l'analyser. C'est le changement de ton. Cette microseconde exacte où sa voix bascule, du velours au verre brisé, de la chaleur à la glace, de l'intimité à quelque chose d'autre que tu ne saurais pas nommer, mais qui te faisait rentrer dans ta coquille, sans même comprendre pourquoi. Jung a étudié ce phénomène pendant des décennies, et ce qu'il a découvert va changer à jamais la façon dont tu écoutes les gens autour de toi. Parce que la voix du manipulateur n'est pas seulement un outil de communication, c'est une arme. Et comme toute arme, elle a une mécanique précise, une logique interne et des points de vulnérabilité. Reste, parce que ce que je vais te révéler ce soir, personne ne te l'a encore expliqué avec cette clarté. Si tu es ici, c'est peut-être parce que tu te souviens d'une voix. Une voix qui pouvait te faire sentir aimé en une seconde et complètement insignifiant. La seconde suivante. Une voix qui savait exactement quelle fréquence utiliser pour te faire obéir, pour te faire douter, pour te faire rester même quand tout en toi criait qu'il fallait partir. Peut-être que cette voix t'a dit un jour « Je ne t'ai jamais dit ça », alors que tu en étais absolument certain. Peut-être qu'elle savait devenir tellement douce, juste après une dispute, que tu as failli croire que tu avais rêvé la partie douloureuse. Peut-être qu'elle parlait avec une autorité si froide et si calibrée que ton corps se figeait avant même que ton esprit comprenne la nature de la menace. Et peut-être que jusqu'à aujourd'hui, tu ne savais pas mettre de mots sur ce que tu percevais. Tu savais juste que quelque chose n'allait pas, que cette voix avait un pouvoir sur toi que tu ne pouvais pas expliquer rationnellement. Tu te sentais épuisé, après chaque conversation, drainé de l'intérieur. Comme si quelque chose en toi avait été aspiré sans que tu puisses identifier comment, ni par quoi. J'ai entendu cette description des centaines de fois dans mon cabinet. En 15 ans de pratique clinique avec des survivants de violences narcissiques, la voix est l'élément que mes patients évoquent le plus souvent. Pas les actes de violence, pas les trahisons répétées, pas même les humiliations publiques. La voix. C'est sa voix qui me manque, même maintenant que je sais exactement ce qu'il est, m'a dit une patiente il y a quelques mois, les yeux fixés sur ses mains. Et c'est ça le plus terrible. Je connais le monstre et je pleure encore sa voix. Ce paradoxe, aimer la voix de celui qui nous a détruits, est l'une des formes les plus profondes de l'emprise. Jung avait une réponse. Aujourd'hui, je vais te donner les outils qu'il a développés. Et quand tu auras compris comment fonctionne vraiment la voix du manipulateur, jamais plus elle n'aura ce pouvoir sur toi. Carl Gustav Jung était réputé pour une voix extraordinaire, grave, mesurée, capable de remplir une salle sans jamais être forcé. Ses étudiants à Zurich témoignaient qu'il pouvait changer l'atmosphère d'une pièce entière simplement par la façon dont il commençait à parler. Il savait, par expérience directe, que la voix n'est pas seulement un outil de communication, c'est un instrument de pouvoir psychologique d'une puissance extraordinaire. Dans ses travaux sur la persona, ce masque social que chacun porte pour naviguer dans le monde, Jung a identifié quelque chose d'inquiétant. Les individus qui utilisent leur persona de façon pathologique, narcissique ou psychopathe développent une maîtrise extraordinaire de certains outils sociaux. Et l'outil qu'il plaçait au sommet de cette hiérarchie, c'est la voix. Pas l'apparence, pas le statut, la voix. Parce que la voix est le seul vecteur de communication qui atteint simultanément deux niveaux de conscience. Le niveau cognitif, les mots, la logique, et le niveau limbique, la menace, la sécurité, l'appartenance. Celui qui répond aux fréquences et aux textures sonores qui précèdent toute signification articulée. Et le manipulateur a appris, souvent sans en être pleinement conscient, à opérer précisément sur ce deuxième niveau. Retiens bien ceci, parce que ce que je vais te révéler maintenant va changer à jamais la façon dont tu comprends ce que tu as vécu. Quand le manipulateur change de ton, il n'est pas en train de modifier son discours. Il est en train de modifier ton état intérieur. Cette distinction est fondamentale. Il n'essaie pas de te convaincre par des arguments. Il essaie de créer en toi un état émotionnel spécifique, anxiété, soulagement,
admiration, honte, reconnaissance, qui te rendra plus malléable à ce qu'il veut obtenir de toi dans les minutes ou les heures qui suivent. Et pour cela, il dispose de 3 registres vocaux principaux, 3 armes distinctes, 3 fréquences émotionnelles qu'il active selon ses besoins, selon le moment, selon l'effet qu'il cherche à produire. Jung a identifié la structure de ces registres indirectement, à travers ses études sur l'ombre et la persona. Mais c'est dans mon travail clinique, au fil de centaines d'heures avec des survivants, que j'ai compris comment ces registres s'articulent dans le quotidien des relations toxiques. Le premier est ce que j'appelle la voie d'enveloppement. C'est la voie qu'il utilise pendant la phase de love bombing, cette période initiale de séduction intense que Jung reconnaissait comme une forme d'activation de l'archétype du héros ou du sauveur dans l'imaginaire de la victime. Cette voie est chaude, proche, légèrement plus grave qu'à l'ordinaire. Elle a un débit plus lent, plus délibéré, comme s'il prenait son temps pour chaque mot parce que chaque mot compte. Elle ménage des pauses stratégiques qui créent un espace d'intimité artificielle, comme s'il parlait uniquement pour toi dans le vaste monde. Neurologiquement, cette voie déclenche une réponse de sécurité. L'ocytocine afflue. Tu te détends. Ton système d'évaluation critique s'assoupit, parce que ton corps a reçu le signal. Ici, tu es en sécurité. Et c'est précisément pour ça que cette voie est la plus dangereuse de toutes. Elle déconnecte ton système d'alarme au moment précis où il devrait fonctionner à pleine puissance. Sophie avait 34 ans quand elle est venue me voir pour la première fois. Elle était directrice commerciale dans une grande entreprise pharmaceutique, brillante, articulée, avec une carrière qui faisait l'envie de ses collègues. Le genre de femme que l'on imagine immunisée contre ce type de situation. Et pourtant, depuis 3 ans, elle vivait dans un état de terreur sourde et permanente qu'elle ne comprenait pas et ne pouvait pas nommer. « Il n'a jamais levé la main sur moi », m'a-t-elle dit lors de notre première séance. « Je me sens ridicule d'être ici. Je ne suis même pas sûr de ce dont je veux vous parler. » Mais ce qu'elle m'a décrit ensuite était l'un des cas de manipulation vocale les plus sophistiqués que j'ai rencontrés dans 15 ans de pratique. Son partenaire, appelons-le David, avait un talent particulier que Sophie mettrait des mois à pouvoir nommer. Il pouvait passer en l'espace de quelques secondes et sans aucune transition visible, d'une voix d'une douceur absolue à quelque chose que Sophie décrivait comme un froid métallique. Pas de cris, pas d'insultes, pas d'explosion de rage, juste un changement de registre, une modification subtile du timbre qui la pétrifiait instantanément. C'est comme si toute la chaleur disparaissait de la pièce en une fraction de seconde, disait-elle. Comme si la personne en face de moi n'était plus la même, et cette version-là, froide et parfaitement calme, me terrorisait infiniment plus que s'il avait crié. La colère, j'aurais pu la gérer, mais ce calme-là était différent. Jung a nommé ce phénomène la rupture de persona, le moment où le masque social cède et où l'ombre non intégrée apparaît à travers les fissures. Mais voici ce qui est crucial. Chez le manipulateur, cette rupture n'est pas un accident. Elle est calculée, utilisée de façon instrumentale, même s'il n'en est pas toujours pleinement conscient. C'est la deuxième voie de son arsenal, celle que j'appelle la voie du vide. Elle est caractérisée par une absence totale de coloration émotionnelle, une platitude particulière dans le timbre, une égalité de ton qui, paradoxalement, est bien plus menaçante que n'importe quelle explosion émotionnelle. Et pourquoi cela fonctionne-t-il si bien ? Notre cerveau primitif est câblé pour lire les émotions d'autrui comme signal de sécurité. La colère, la tristesse, ces émotions sont lisibles, décodables, prévisibles. Mais quand il ne détecte aucune émotion dans une voix humaine, il interprète cela non pas comme de la neutralité, mais comme un danger existentiel, quelque chose d'imprévisible. Et l'imprévisible est toujours plus menaçant que le danger connu. Mais il y a un troisième registre, le plus subtil de tous. Et c'est celui que même les thérapeutes expérimentés ont le plus de mal à identifier au premier abord. Je vais être honnête avec toi, parce que c'est le genre de vérité que je ne partage pas légèrement. Il y a eu quelqu'un dans ma vie avant que je devienne thérapeute, dont la voix utilisait exactement ce troisième registre. Et pendant longtemps, trop longtemps, j'ai cru que c'était ma sensibilité excessive qui me rendait folle, que je réagissais à quelque chose qui n'existait pas,
que j'inventais des menaces dans des conversations parfaitement anodines. J'ai mis des années à comprendre ce mécanisme, et cette compréhension a changé non seulement ma pratique clinique, mais ma vie entière. Jung disait que ce que l'ombre ne veut pas que l'on voit, elle le cache non pas dans les gestes ou dans les mots, mais dans l'espace entre les mots. Et ce troisième registre vocal, c'est exactement ça. C'est la voix du conditionnel, ce ton légèrement interrogatif, presque imperceptible, que le manipulateur utilise pour formuler des affirmations qui sonnent comme des questions, et des questions qui sonnent comme des menaces déguisées en préoccupations bienveillantes. Tu as quand même bien dormi, non? Dit avec cette légère inflexion montante qui sous-entend. Parce que si tu me dis que non, c'est que tu cherches à te plaindre ou à obtenir quelque chose de moi. Je suppose que tu vas encore rester tard ce soir. Ni question ni affirmation, mais une phrase chargée d'un reproche diffus que tu ne peux pas nommer précisément parce qu'il n'a pas été formulé explicitement. C'est intéressant, ta façon de voir les choses. Dis avec un ton qui fait de ton point de vue quelque chose d'exotique, d'un peu bizarre, d'une perspective que l'interlocuteur observe de loin avec une curiosité légèrement condescendante. Ces micro-changements de ton sont si subtils que ton cerveau conscient ne les enregistre pas. Mais ton corps, lui, les capte tous, sans exception. Et c'est pour ça que tu rentrais de ces conversations épuisées, sans pouvoir expliquer pourquoi. Parce que ton système nerveux avait travaillé en alerte maximale pendant toute la durée de l'échange, analysant chaque nuance vocale, chaque variation de timbre, chaque micro-inflexion, essayant de décoder la menace cachée dans chaque mot apparemment banal. C'est un travail épuisant. Et c'est voulu. Le manipulateur n'a pas besoin de te maltraiter ouvertement pour drainer ton énergie. Il lui suffit de maintenir ton système nerveux dans un état d'hypervigilance permanente. Un état où tu es tellement occupé à surveiller sa voix, à anticiper ses changements de registre, à essayer de prédire son humeur, que tu n'as plus aucune énergie disponible pour toi-même, pour tes propres désirs, ta propre vie, tes propres pensées. Jung appelait ce processus l'absorption de l'énergie psychique. Le manipulateur est un vortex psychologique. Son ombre si fragmentée consomme ce qu'il ne peut pas générer lui-même. Et la voix est le tuyau principal par lequel se fait ce transfert. Sophie, dans mon cabinet, l'a exprimé avec une précision qui m'a arrêté net lors de notre 3e séance. Après chaque conversation avec David, je me sens comme une batterie à plat, disait-elle. Même les bonnes conversations, même quand il est gentil et attentionné, il y a toujours quelque chose dans sa voix qui me coûte quelque chose. Comme si juste entendre sa voix activait en moi un processus qui consomme de l'énergie, même quand je ne sais pas pourquoi. C'était la description la plus juste qu'elle pouvait faire de ce qu'elle vivait. Parce que même la voix d'enveloppement, cette voix chaude et douce du love bombing, coûte quelque chose à celui ou celle qui la reçoit. Pourquoi ? Parce que ton cerveau sait, pas consciemment. Pas encore sous forme de pensée articulée, mais à un niveau primitif, profond, préverbal, ton corps a enregistré la discontinuité. Il a gardé en mémoire chaque moment où cette voix chaude a basculé dans le vide, dans le froid, dans le conditionnel menaçant. Et maintenant, chaque fois que la voix d'enveloppement revient, quelque chose en toi, ce quelque chose que tu ne pouvais pas nommer, reste en alerte. Tu accueilles la chaleur, mais une partie de toi surveille déjà le moment où elle va s'arrêter. Cette anticipation constante est l'une des formes les plus insidieuses de stress chronique que j'ai jamais observée et l'une des moins diagnostiquées parce qu'elle ne laisse aucune trace visible. Jung a compris quelque chose que les neurosciences ont mis un siècle à confirmer. Ce ne sont pas les souffrances explicites qui laissent les traces les plus profondes. Ce sont les micro-ruptures répétées. Ces milliers de petits moments où la réalité externe ne correspondait pas à ce que ton corps pressentait. La voix disait « Je t'aime », mais quelque chose dans le ton sonnait étrangement faux. La voix disait « Bien sûr que tu peux », mais quelque chose dans l'inflexion disait silencieusement « À tes risques et périls ». La voix disait « Je ne suis pas en colère ». Mais tout dans le registre vocal, dans la maîtrise trop parfaite du débit, dans la neutralité trop calculée du timbre, hurlait une rage soigneusement contrôlée.
Et à chaque fois que tu percevais cette discontinuité, cet écart entre les mots et le ton, entre le message conscient et le signal inconscient, et que tu choisissais de faire confiance aux mots plutôt qu'à ton propre pressentiment, tu apprenais à te trahir toi-même, à te dire que tu exagérais, que tu te trompais, que c'était ta sensibilité qui interprétait mal, que tu étais trop susceptible, trop attentif, trop méfiant. C'est le mécanisme central du gaslighting vocal. Le manipulateur ne réécrit pas seulement ta mémoire des événements passés, il te désapprend progressivement à faire confiance à ta propre perception de la réalité sonore. La réalité la plus immédiate, la plus incarnée, la plus difficile à nier. Après des mois, des années de ce conditionnement silencieux, beaucoup de survivants se retrouvent dans une situation que je qualifie de cécité tonale. Ils ne savent plus distinguer, dans les nouvelles relations qu'ils forment, une voix sincèrement bienveillante d'une voix instrumentalement chaleureuse. Parce que la frontière a été tellement brouillée, tellement répétitivement falsifiée, qu'elle a cessé d'être perceptible à leur système d'évaluation. Et c'est pour ça que certains survivants retournent vers leur abuseur, même après avoir compris ce qu'il est. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est un système nerveux recablé par une exposition chronique à la manipulation vocale qui ne sait plus calibrer ses réponses dans un contexte de sécurité authentique. Jung avait une prescription pour recabler ce système. Mais avant d'en arriver là, il y a quelque chose de crucial que je dois te révéler. Tout ce qu'on t'a probablement dit sur la guérison des relations toxiques, concentre-toi sur les bons moments pour relativiser, essaie de comprendre d'où viennent ces comportements, le pardon est la clé de ta libération. Tout ça, dans le contexte spécifique de la manipulation vocale, peut être un piège. Un piège bien intentionné, mais un piège quand même. Parce que se concentrer sur les bons moments, quand ces bons moments sont encodés dans ta mémoire avec la texture sonore de la voix d'enveloppement du manipulateur, c'est réactiver précisément le circuit neuronal qu'il a créé pour te garder sous son emprise. Et voici le moment exact où tout change, où le cycle se brise. Le cycle se brise au moment exact où tu cesses d'analyser les mots et où tu commences à écouter le ton. Ce n'est pas une métaphore, c'est une instruction neurologique précise. Quand tu réécoutes, dans ta mémoire, les échanges qui t'ont le plus perturbé, les conversations après lesquelles tu te sentais le plus drainé, sans savoir pourquoi, ne t'attarde pas sur ce qu'il a dit. Ne te demande pas s'il avait raison ou tort. Ne cherche pas à reconstituer la logique de la dispute. Écoute comment il l'a dit, la texture de la voix, le rythme, les pauses, les inflexions, ce qu'il y avait dans le son avant que le sens n'arrive. Et là, quelque chose de remarquable va se produire pour la première fois. Tu vas commencer à entendre ce que ton cerveau conscient avait soigneusement filtré pour te protéger d'une réalité trop douloureuse. Tu vas entendre le calcul sous la chaleur, la menace sous le calme, le mépris sous la politesse. Jung a décrit ce phénomène dans ses travaux sur le complexe, ces nœuds d'énergie psychique chargés que nous construisons autour des expériences traumatiques pour les rendre supportables. Le complexe vocal est l'une des formes les plus résistantes de complexe jungien, précisément parce qu'il est encodé dans la partie du cerveau qui précède le langage, plus profond que les mots, plus profond que la raison consciente. Et pour le défaire, il faut une approche qui correspond à cette nature préverbale. Sophie a décrit le moment pivot avec des mots que je n'ai jamais oubliés depuis. C'était lors de notre 7e séance. Elle m'a regardé avec une expression étrange, calme, presque étonnée par elle-même. Hier soir, il a commencé à parler et j'ai entendu la voix d'enveloppement. Pas ses mots, sa voix. J'ai pensé, voilà, il veut quelque chose. Et je me suis rendu compte que je pouvais écouter sans être aspiré. Pour la première fois, j'étais à l'intérieur de la conversation et à l'extérieur en même temps. C'est exactement ce que Jung appelait la conscience du processus. L'empathe qui guérit ne cesse pas d'entendre. Elle développe la capacité d'entendre sur 2 niveaux. Ce que les mots disent et ce que la voix révèle sur l'intention réelle. Cette double écoute est le signe le plus fiable qu'une personne franchit le seuil entre victime et survivant. Mais comment développer cette capacité concrètement?
Jung avait une prescription qu'il appelait l'écoute du silence intérieur. Ce n'est pas la méditation au sens conventionnel du terme. C'est une pratique spécifique d'attention à ce que je nomme les signaux préverbaux du soi. Voici comment elle se travaille, étape par étape. Après chaque interaction qui te laisse cet épuisement familier, cette impression d'avoir été aspiré, cette sensation étrange d'avoir perdu quelque chose sans savoir quoi, pose-toi une question simple, une seule. Qu'est-ce que mon corps a entendu que mes oreilles n'ont pas enregistré? Pas ce qu'il a dit, pas s'il avait raison ou tort. Uniquement. Qu'est-ce que mon corps a entendu? Parce que ton corps n'a jamais cessé de t'envoyer des signaux corrects. Il n'a jamais été trompé par les mots. Il a enregistré chaque basculement tonal, chaque micro-rupture de registre, chaque discontinuité entre ce qui était dit et ce qui était communiqué. Seulement, tu as appris, par conditionnement progressif, à ne plus lui faire confiance. Et la guérison commence fondamentalement par la réhabilitation de cette confiance. Dans ma pratique, j'utilise une technique que j'appelle l'ancrage tonal. Elle consiste à identifier 3 voix dans ta mémoire affective que tu associes à une sécurité authentique. Pas la sécurité conditionnelle du love bombing, mais une sécurité stable, sans surveillance, sans calcul. Une grand-mère, un ami de longue date, un professeur qui t'a vu tel que tu es vraiment. Ces 3 voix deviennent tes encres tonales, tes références internes pour ce que la sécurité sonore authentique ressent dans ton corps. Quand quelque chose dans la voix de l'autre te déstabilise, reviens à ces encres. Rappelle-toi physiquement comment la sécurité sonne. Ce n'est pas un exercice spirituel. C'est une rééducation du système limbique. Ça prend du temps. Sophie a mis 8 mois à reconstruire une confiance solide dans sa propre perception vocale. Et le jour où elle m'a dit « J'ai rencontré quelqu'un dont la voix ne me coûte rien. Je ne suis pas fatiguée après. Je suis juste présente. » J'ai su qu'elle avait traversé le seuil. Ce n'était pas que cette nouvelle voix était parfaite. C'était qu'elle était réelle. Et pour la première fois depuis des années, Sophie pouvait l'entendre, vraiment l'entendre, parce qu'elle avait récupéré l'oreille que la manipulation lui avait volée. Avant de continuer, je vais marquer une pause. Si ce que tu entends ce soir t'aide à nommer quelque chose que tu portais depuis longtemps sans pouvoir l'expliquer, si cette analyse te donne enfin des mots pour ce que tu as vécu dans ta propre histoire, il y a une façon concrète de soutenir ce travail et de permettre à d'autres personnes de le trouver. Le Super Thanks, ce bouton doré en bas de la vidéo, est la façon la plus directe de me dire que ce contenu a de la valeur pour toi. Si tu l'utilises, dis-moi quel aspect de la manipulation vocale tu veux que j'explore en priorité. Ce canal existe sans sponsor uniquement grâce aux personnes qui croient que ce type d'analyse mérite d'être accessible. Je lis tous les messages. La voix que tu dois apprendre à entendre maintenant, ce n'est pas la sienne, c'est la tienne. C'est l'une des conséquences les moins évoquées de la manipulation vocale chronique, et pourtant, l'une des plus dévastatrices sur le long terme. Les survivants perdent progressivement le contact avec leur propre voix intérieure. Ce signal que Jung appelait la voix du soi. Cette guidance profonde qui émerge du processus d'individuation, du chemin vers la plénitude de qui tu es vraiment. Après des mois ou des années à surinvestir toute ton attention dans la surveillance de la voix du manipulateur, dans l'analyse permanente de ses registres, dans la prédiction de ses changements de ton, beaucoup de survivants décrivent le même symptôme à leur entrée en thérapie. Je ne sais plus ce que je veux. Je ne sais plus ce que je ressens vraiment. Je ne sais plus si mes propres pensées viennent de moi ou de lui. C'est logique. Quand tout ton système d'écoute a été détourné vers l'extérieur, vers la lecture permanente de l'autre, tu perds progressivement l'habitude, et finalement presque la capacité, d'écouter vers l'intérieur. Jung appelait ça la perte de l'axe du soi, ce moment où tu ne sais plus distinguer ta propre voix des voix intériorisées de ceux qui t'ont dominé. Si parfois ton autocritique intérieure parle avec le timbre du manipulateur, avec une dureté que tu n'aurais jamais choisie pour toi-même, sache que c'est son empreinte vocale dans ton psychisme, et que cette empreinte peut s'effacer entièrement. La clé, selon Jung, est de renforcer ta propre voix jusqu'à ce qu'elle devienne plus forte que celles qui ont été imposées. Et cette voix propre, tu l'as toujours. Elle n'a pas disparu. Elle s'est juste tue pour survivre. Pense à un moment où tu as dit quelque chose qui venait vraiment de toi. Pas ce que tu pensais devoir dire,
quelque chose d'intime et de vrai. Ce ton-là, ce rythme-là, c'est ta voix du soi. Elle était là, elle est encore là. Et voici quelque chose que Jung a formulé et qui reste l'une des vérités les plus libératrices que j'ai jamais transmises à mes patients. Le manipulateur n'a pas seulement pris ton énergie, tes années, ta confiance. Il a pris ton oreille. Il t'a fait croire que tu entendais mal, que tes signaux d'alarme étaient de l'hypersensibilité pathologique, que ton instinct était un défaut à corriger plutôt qu'une force à développer, que ta perception fine était une faiblesse, une forme de paranoïa, quelque chose dont tu devais te débarrasser pour être raisonnable. Et la guérison la plus profonde, celle qui rend le cycle définitivement et irrévocablement brisé, c'est le moment où tu récupères ton oreille, où tu recommences à faire confiance à ce que ton corps entend, où la voix de ta propre vie, lente et parfois hésitante au début, devient progressivement plus forte que celle de n'importe qui d'autre. Jung a écrit, vers la fin de sa vie, dans un de ses carnets personnels, « Le voyage de retour vers soi-même est le seul voyage qui n'ait pas de fin. Et c'est aussi le seul qui en vaille vraiment la peine. Tu n'as pas à te dépêcher d'arriver quelque part. Tu as juste à commencer à écouter, à t'écouter. Et ça, déjà, change tout. Avant que tu partes ce soir, je veux te dire quelque chose d'important. Si tu as reconnu quelque chose dans ce que j'ai décrit, la voix d'enveloppement qui te faisait baisser la garde, la voix du vide qui te pétrifiait sans raison apparente, la voix du conditionnel qui te laissait épuiser, après des conversations apparemment banales, je veux que tu saches une chose, ce que tu percevais était réel, pas une hypersensibilité, pas une exagération, pas un défaut de ta personnalité. Ton système nerveux a enregistré quelque chose de précis, de réel, de fondamentalement vrai sur la personne en face de toi. Et pendant longtemps, l'absence de mots pour nommer ce que tu percevais a été confondue avec l'absence de réalité de ce que tu percevais. Mais la réalité était là. Elle l'a toujours été. Tu n'étais pas fou, folle. Tu n'étais pas faible. Tu n'étais pas trop sensible. Tu étais une personne dotée d'une perception fine et d'un système nerveux honnête, exposée à un système de manipulation vocale sophistiqué, sans les outils conceptuels pour le décoder et le nommer. Maintenant, tu as quelques-uns de ces outils. L'oreille que tu es en train de retrouver est ton bien le plus précieux. Garde-la. Fais-lui confiance. Et les prochaines fois que quelque chose dans une voix te fait rentrer dans ta coquille sans que tu puisses expliquer pourquoi, écoute ce signal. Écoute-le comme tu aurais dû avoir la permission de le faire depuis le début. Parce que ton corps n'a jamais cessé de te dire la vérité. C'est toi qui mérites maintenant de l'entendre. Dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu reconnais l'un de ces 3 registres vocaux dans quelqu'un de ton passé ou de ton entourage actuel? La voix d'enveloppement, la voix du vide ou la voix du conditionnel? Et si tu as déjà commencé à récupérer ton oreille, si tu as eu ce moment où tu as entendu la manipulation en temps réel et choisi de ne pas y répondre, je veux entendre ton témoignage. Ces histoires-là sont exactement ce qui aide les personnes qui regardent encore en silence et qui se croient seules dans ce qu'elles vivent. Si cette vidéo a eu de la valeur pour toi, abonne-toi. Chaque nouvel abonné est une voix de plus dans cette communauté. Et ensemble, on s'entend mieux. À très bientôt.